Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée, à l'ensemble des univers graphiques et aujourd'hui à un personnage, un créateur incontournable, Monsieur Zep, Monsieur le papa de Titeuf. Bienvenue dans ce monde de bulles. Ça fait 20 ans que tu as créé Titeuf. Tu te souviens du premier trait, comment ce personnage a pu naître sur le papier ? Ouais, je m'en souviens assez bien, ouais. Je m'en souviens d'autant mieux que j'ai dû raconter l'histoire assez souvent. Normal. Ça va. Mais effectivement, j'imaginais pas du tout être encore là 20 ans après à en parler, quoi. Je pensais que ça allait, enfin, c'était un personnage qui pour moi devait m'accompagner pendant une semaine ou deux. Tu comprends mieux 20 ans après finalement pourquoi tu es là 20 ans après avec le même personnage ou pas du tout? Toujours pas tellement, mais un petit peu plus quand même, ouais. Non, il s'est passé quelque chose avec ce personnage, mais après, voilà, il y a un miracle autour de Titeuf, auquel je veux pas trop toucher parce que je peux pas vraiment l'expliquer. Et si on essaie d'expliquer, on est vite tenté d'essayer de reproduire ce qu'on a fait. Titeuf marche. Enfin, la manière de le faire vivre et de le faire fonctionner, c'est justement de ne pas avoir de recette. Je suis mon personnage quand je le fais, et puis j'avance. Il y a des histoires qui sont sur un mode très burlesque, des trucs qui sont potaches, il y a des choses plus graves, des choses mélancoliques. Enfin, c'est comme avancer dans l'enfance. C'est se retrouver en enfance pour faire une bande dessinée. Et quand j'ai démarré Titeuf, je me suis rendu compte qu'il se passait ça. Que j'avais tout à coup une connexion avec l'enfance. Et je pensais que ça s'était ouvert de manière inattendue et que ça allait se refermer très très vite. Donc j'ai fait 80 pages en peut-être 3 mois, quoi, à toute vitesse. Je me suis dit, il faut vite noter toutes les histoires qui viennent, ça va s'arrêter. Bon, 20 ans après, ça va, ça s'est pas arrêté, donc je suis un petit peu plus serein. Mais le point fort de la bande dessinée, le point médiane, on va dire, c'est aussi cette silhouette, ce personnage, toujours avec la même coupe de cheveux, avec les mêmes expressions. En 20 ans, finalement, est-ce qu'il n'a pas vieilli ou est-ce que finalement, tu avais 20 ans d'avance sur ton temps? Non, je pense pas que j'ai 20 ans d'avance. Non, je pense qu'un personnage, voilà, il est lié à son auteur, donc forcément, il vieillit un petit peu avec moi, même s'il a toujours le même âge dans les bandes dessinées, mais il mûrit, bien que pour Titeuf, c'est pas forcément le thème, il fait pas vraiment preuve de maturité, mais il vit tellement d'histoires que forcément, il peut plus revivre celles qu'il a déjà vécues. Après, les personnages autour de lui se multiplient, ces sujets d'intérêt se modifient aussi un petit peu. Il y avait une volonté transgressive dans Titeuf. Au départ, il y avait l'envie de faire une bande dessinée qui parle de sujets qui n'étaient pas abordés dans la bande dessinée à ce moment-là. Donc il y avait beaucoup de sujets de société, des sujets autour de la guerre des Balkans, du sida, parce que c'était l'actualité forte au moment du premier album. Après, on est passé, il y a eu beaucoup de sujets autour de la sexualité. Pour un préadolescent, comment il envisage son identité sexuelle à venir, c'était aussi très nouveau ça à ce moment-là. Aujourd'hui, ça, voilà, je l'ai fait beaucoup, donc c'est moins. Il y a une ou deux histoires dans le dernier album là autour parce que ça fait partie du quotidien d'un enfant. Mais c'est plus vraiment le sujet transgressif dans Titeuf. Je dirais qu'on l'attend particulièrement là-dessus. Donc il faut trouver d'autres choses. Alors évidemment, les Français vont se dire, oui, Zep est français, non messieurs, dames, calmez-vous. On aime bien s'approprier les héros nationaux. Bon, Titeuf a une binationalité finalement. Il est franco-suisse ou suisse-français, je sais pas comment dire. Ouais, il est édité en France et mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses avec Titeuf en France au début. Ouais. Et les premières fois où j'ai été invité à l'étranger, Titeuf est traduit maintenant dans beaucoup de langues, j'ai toujours été invité par la France parce que la Suisse n'a pas du tout cette politique de promouvoir sa culture. C'est pas du tout ce qu'on a envie de faire connaître de notre pays. Donc c'est toujours par la France. Et la première fois que je l'ai fait, je me rappelle que j'avais dû signer un papier comme quoi je m'engageais à représenter la France, vu que je n'étais pas français moi-même. Je crois plus que c'est quelque chose qu'on demande aux artistes, parce que la France fait voyager des artistes de tous les pays. Et heureusement pour nous, parce que c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'artistes, c'est une manière de se faire connaître à l'étranger, mais aussi de connaître l'étranger, parce que les auteurs de bande dessinée, je parle pas de mon cas, mais mon cas à l'époque, en tout cas, c'était une manière de voyager dans des endroits où j'aurais pas eu les moyens de me payer le billet. Oui. J'ai vu que
le parrain du métier, un petit peu Albert Uderzo quand même. Hein. Albert, le dieu de la bande dessinée aujourd'hui, on peut le dire. Tu as rendu quand même un vibrant hommage, notamment dans le dossier de presse où on voit, voilà, hommage à Monsieur Zef et son personnage. J'imagine que c'est un petit plaisir quand même personnel pour toi. Plus que petit, ouais. Et puis ça y est, tu es rentré au Panthéon. Ton personnage aussi, vous êtes untouchable. On est untouchable. Ben voilà, tu vois, il y a 20 ans, Titeuf démarrait. Il y a 10 ans, Titeuf était souvent présenté comme le héros d'une génération. Et puis, il y avait beaucoup de polémiques pour ou contre Titeuf. Est-ce que c'est convenable? Les enfants pour, les parents plutôt contre. Ouais. Il y avait des parents qui s'opposaient, il y avait des gens qui voulaient faire interdire Titeuf dans les bibliothèques. Enfin, c'est toujours bon, ça. Hein. Mais on a beaucoup parlé de ça. Ouais. Aujourd'hui, plus personne va dire ça. Je suis devenu un classique. Alors, ça a des côtés hyper confortables. Quand on reçoit un hommage, un dessin d'Uderzo, évidemment, ça, c'est génial. Et puis, par contre, on est devenu un classique, donc ça veut dire que c'est un peu plus pépère, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire juste ce qu'on a fait, parce que surtout si l'idée c'est de faire un personnage qui reste impertinent et transgressif, ce qui était transgressif il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui, donc il faut renouveler aussi le regard du personnage. On va se quitter quelques instants. Ouais. On va revenir évidemment au plateau pour parler de ce 13e tome. D'ailleurs, tu n'as pas eu peur, un 13e tome, tu aurais pu l'éviter, passer du 12 au 14. Non. C'est vrai, ouais. Je ne suis pas très superstitieux. Voilà, en tout cas, on sait que ça va, en tout cas, on espère te porter chance pour ce 13e album. Vous savez, j'aime bien revenir sur les albums dont on ne parle pas forcément beaucoup dans la presse. Celui-ci s'appelle Chaos à Tel Aviv. C'était vraiment un coup de cœur il y a quelques semaines pour nous. On vous le fait découvrir. C'est évidemment Monsieur Nicolas Béard qui s'est penché sur la question. C'est parti. Le combat a commencé quand Asaf Hanouka a dû quitter son appartement. Les recherches, les galères se sont succédées et il a fallu tenir. Continuer à mener de front sa vie de père, d'époux, d'artiste dans une ville et dans un pays à part. Chaos à Tel Aviv, c'est la chronique décalée du quotidien d'Asaf Hanouka. Le journal du chaos de sa vie, une introspection qui a commencé dans les pages d'un hebdomadaire économique en Israël, à l'origine pour illustrer la crise du logement à Tel Aviv. En fait, j'ai commencé par parler de mes histoires des problèmes de fric. J'arrive pas à payer le loyer et on a essayé d'acheter un appartement à Tel Aviv, quelque chose qui n'est pas évident. Mais après 4 ou 5 mois, mon fils a commencé à parler et commencé à poser des questions. Et je trouvais ça comme problématique beaucoup plus intéressant que des problèmes banals de fric. Et donc, il est devenu un peu le héros de l'album. Tous les planches dans cet album sont vraies. C'est toutes des choses qui sont arrivées. C'est autobiographique, mais c'est aussi très honnête. Donc, j'ai fait une règle, c'est jamais mentir et raconter juste la vérité, même si c'est une vérité intérieure et quelque chose qui est un peu surréaliste, mais c'est des vraies choses que je me sens. Chaos à Tel Aviv, c'est une introspection chaotique et touchante, où le désespoir se décline avec ironie et autodérision. 100 pages et autant d'instantanés du quotidien d'Asaf Hanouka, pris entre son métier, son couple et l'éducation de son enfant qu'il faut élever dans un pays en guerre depuis toujours. Une guerre qu'à la maison, on ne peut que chuchoter. En Israël, des fois, à la télé, on voit des choses assez violentes. Genre à 8 h le soir, dans le news flash. Et souvent, parce qu'il aime bien jouer avec, par exemple, des soldats ou des choses comme ça, mais il voit la même chose à la télé. Donc pourquoi est-ce qu'on voit des soldats à la télé? Pourquoi on voit des soldats dans les rues? Pourquoi les soldats, ils ont un pistolet? Et donc il y a une réalité qui existe autour de nous, même si nous, on vit dans un boule banal d'une vie quotidienne normale, il y a autour de nous tout le temps des signes de quelque chose de violent qui se passe. Mais même si on est un peu loin, on sent quand même que c'est proche de nous. Et ça, je pense qu'en expliquant lui, je m'explique à moi-même aussi. Parce que c'est un paradoxe, mais on le vit tous les jours. J'ai essayé tout le temps de créer une espèce de version soft de la vie pour lui. Et comme ça, pour lui protéger en fait, pour lui protéger des horreurs. Mais en même temps, j'ai compris qu'il doit quand même savoir quelques réalités parce que s'il ne comprend pas les choses qui sont dangereuses, c'est moi-même qui va les créer pour lui dire fais gaffe de ça, ça c'est dangereux. Donc c'est assez complexe, mais il y a un point où j'ai compris qu'en fait je dois lui dire quelque chose de vrai. On ne peut pas vraiment protéger. Ce truc de version soft,
ça n'a pas marché finalement. Asaf Hanouka se livre entièrement. Ses démons intérieurs, ses espoirs déçus, dans des métaphores surréalistes qui tiennent souvent du Moebius. L'artiste se dévoile et rend quelques hommages aux comics de sa jeunesse ou encore à Art Spiegelman. Bref, Chaos à Tel Aviv, c'est le portrait d'un dessinateur en prise avec son époque et avec sa vie. De retour en plateau, on va célébrer, évoquer le 13e album de Titeuf. Zep, 13e album, tu as mis 4 ans pour revenir, on va dire, à la charge. Mais il y a eu un nombre de projets incroyables entre-temps, le cinéma, puis plein de projets bande dessinée, avec notamment tes copains de la bande Nacho. Ce nouvel album, le 13e, tu le disais, il y avait besoin de se mettre un petit coup de pied au cul pour repartir et puis trouver des nouveautés finalement pour le personnage. Oui, il faut renouveler le stock d'histoire parce que quand j'écris, je suis Titeuf forcément, mais je ne peux pas vivre 50 fois mon enfance, donc il y a un moment où il y a forcément des sujets que j'ai déjà traités. Alors, l'actualité se charge de proposer des nouveaux sujets. Hein. Là, il y a des sujets, il y a des sujets potaches, des sujets qui sont liés vraiment directement à l'univers de l'enfance, mais aussi tous les sujets qu'on voit depuis l'enfance et qui sont véhiculés par l'actualité, la télé, la radio. Donc, on a beaucoup parlé du printemps arabe, du mouvement des indignés. Donc, tout ça, c'est des choses que Titeuf observe et commente dans cet album. Et puis, c'est vrai que j'avais envie de lui faire vivre quelque chose de plus sympa avec les filles, parce que depuis 20 ans, il souffre. Ouais. Il est amoureux de Nadia, mais franchement, c'est pas la fête. À part se prendre des baffes à travers la tronche, il se passe rien. Et je trouvais que c'était pas tellement possible de continuer à vivre ça. Je pensais que tu désespérais tous les gamins. Et tout le monde disait, mais quelle horreur. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs copains dessinateurs qui m'ont dit, mais moi je trouve que Titeuf c'est quand même trop la loose, quoi. C'est trop. Pourquoi c'est aussi pessimiste comme vision de l'enfance? Alors que je trouve pas que ce soit particulièrement pessimiste, c'est simplement qu'on se retrouve pas. On est dans deux mondes différents, les filles et les garçons, à l'âge de Titeuf. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi elle vivrait pas une histoire amoureuse un peu plus qui commence à exister, plus passer le stade de la baffe dans la gueule. Et c'était pas possible de le faire avec Nadia, parce que pourquoi Nadia s'intéresserait à lui après 20 ans de mépris total. Donc il fallait une nouvelle, et puis tant qu'à mettre une nouvelle, il fallait aussi une nouvelle qui vraiment tout à coup capte l'attention de tout le monde. Donc c'est ce nouveau personnage qui s'appelle Ramatou, qui est une grande fille qui vient d'un pays d'Afrique, on ne sait pas exactement lequel, mais on peut imaginer que c'est entre le Rwanda, et elle a pu fuir son pays en guerre, elle s'est retrouvée parquée dans un camp de réfugiés à la frontière de son pays, et elle a pu en sortir au bout de quelques temps, et arriver en France. Et là, elle se retrouve dans la classe de Titeuf, alors forcément son histoire fascine, interroge, titille la curiosité de tout le monde. Et puis Titeuf la regarde comme une espèce de personnage de légende. Puis en même temps, ça suscite le côté petit mec chez lui. Il se dit, elle a beaucoup souffert, elle échappe à la guerre. Je suis un mec, je vais la défendre. Sauf qu'il il a un peu, il a ce chevalier blanc, mais c'est le chevalier blanc qui fait 1m30 et elle en fait 1m60. Donc ça me plaisait bien aussi. Tout à coup, essayer autre chose avec Titeuf que la naïveté pure qu'il a avec les filles jusque-là, mais il a un peu envie d'être un héros. Comment tu travailles dans ton quotidien? Est-ce que tout d'un coup tu as une idée, je sais pas, de sketch pour Titeuf, t'écris un petit truc, tu le mets de côté, ou est-ce que vraiment à une période tu te dis bon, je vais travailler pendant 3 mois non-stop pour écrire l'histoire? Comment ça se passe chez toi? Alors c'est plutôt, je travaille non-stop pour me mettre sur un album. En fait, Titeuf, il faut le temps de retrouver Titeuf, de redevenir Titeuf. Voilà, je dois redevenir ce personnage et je me mets à écrire à la première personne comme si j'étais Titeuf. J'ai des cahiers, j'écris et je dessine en même temps. Il y a des petits morceaux de sketch, des gags, un petit peu de mise en scène. Des fois, c'est juste des phrases. Et le personnage revient comme ça, petit à petit. Et à partir du moment où je sens, ça y est, là, je suis Titeuf,
Je me le dis même pas. Naturellement, je sens que j'y suis. Et puis là, j'écris et les histoires viennent toutes seules. Après, les histoires sont bonnes ou pas bonnes, je trie. Mais naturellement, j'écris comme une espèce de journal de ce qui m'arrive dans ma journée de Titeuf. Mais j'ai essayé plein de trucs. Il y a des périodes où effectivement j'étais inquiet à l'idée de rater une bonne idée. Donc j'avais des carnets tout le temps avec moi. Partout où j'allais, j'avais des petits carnets. J'avais des carnets sur ma table de chevet. Si je me réveillais pendant la nuit, j'avais toujours des idées qui me semblaient géniales. Donc ça t'arrive de rêver de Titeuf? Je rêve de Titeuf, bien sûr. Ouais. Je rêve de Titeuf et quand je me réveille la nuit parce que j'ai une insomnie, je pense forcément au livre que je suis en train de faire. Et là, viennent toujours beaucoup d'idées. Et quand c'est la nuit, on se dit... Putain, il ne faut pas que je la perde. Donc on la répète en boucle jusqu'au matin. Donc déjà, on dort très très mal. Généralement, on ne se rendort pas. Et puis le matin, on s'endort à 2 minutes du réveil et c'est là où on la perd. Donc je mettais même des carnets sur ma table de chevet. Comme ça, la nuit, je notais mes idées. Et généralement, je me rendormais très paisiblement. Et quand je les ouvrais le matin, c'était lamentable. Parce que les idées qui nous semblent géniales la nuit le sont rarement encore le matin. Donc maintenant, je me contente de travailler dans mon atelier. Et voilà, je passe la porte de mon atelier, dans la période où je suis Titeuf, hop, je redeviens Titeuf, je m'assieds, je m'amuse de rien, et je pense à ma journée. Il y a des sujets qui me font rire, il y a des sujets qui m'attristent, mais quand j'écris une histoire où Titeuf se révolte contre quelque chose, et où sa révolte est marrante quand on la lit nous, moi sur le moment, je me dis pas, c'est marrant, je suis vraiment révolté comme Titeuf et j'ai envie de transformer la situation par des idées complètement absurdes la plupart du temps. Alors c'est étonnant parce qu'on évoquait tout à l'heure Albert Uderzo, et c'est vrai que je l'avais vu face à face il y a quelques mois, il m'avait parlé d'Oom Papa, d'Astérix Obélix, tout ça. Et il me disait justement que ça lui arrivait d'en rêver, il savait aussi ce que les personnages lui avaient apporté pendant toute sa vie. Mais il y avait un lien affectif profond avec ces personnages. Et le fait, souvent des auteurs me disent non, moi j'y pense jamais, j'en rêve pas. Mais il y a un vrai lien affectif que tu as avec Titeuf. Ouais, moi je pense que Titeuf, ça peut marcher que par ce lien. C'est-à-dire que c'est plus même qu'un lien, c'est-à-dire que je suis vraiment Titeuf quand je fais Titeuf. Et je pense que c'est aussi l'espèce de magie du livre, hein, de la bande dessinée et du livre en général, c'est que quand on lit Titeuf, on est aussi Titeuf. On est en enfance. Donc les gens me demandent souvent est-ce que Titeuf va vieillir, ou va grandir, etc. Et non, parce que ce qui est intéressant, c'est cet âge-là et il y a souvent cette question de la part des enfants parce qu'eux grandissent et se disent mais est-ce qu'il va nous accompagner? Est-ce qu'il va grandir avec nous? Mais je crois que quand on lit de la bande dessinée, on s'en fout parce que l'idée c'est d'être de nouveau en lien. C'est comme si on retournait au pays de l'enfance quand on le lit. Ça semble être une banalité, mais pour avoir travaillé sur plein d'autres bandes dessinées, ce qui se passe pour moi sur Titeuf, c'est exceptionnel. C'est effectivement un moment où je suis vraiment un enfant quand je l'écris, mais après je fais de la bande dessinée heureusement avec mon dessin d'adulte et pas celui de quand j'avais 10 ans, sinon je pense que ça marcherait pas très très bien. Mais il y a besoin de retrouver cette révolte qui est naturelle qu'on a à cet âge-là. Alors tu disais le dessin, c'est marrant parce qu'au début de Titeuf, les gens toujours mal intentionnés devant le succès disaient oh, c'est quoi ce dessin, le trait de Zep c'est n'importe quoi. Et finalement ton trait maintenant il est reconnaissable tout de suite par tout le monde. On reconnaît évidemment Titeuf, on le disait, hein, sa silhouette particulière comme les grands personnages de la bande dessinée. Mais ton trait maintenant, les couleurs aussi, on reconnaît tout. On se dit ah, oui, on sait que c'est Titeuf. C'est une petite victoire pour toi ou finalement bon. Allez, c'est pas grave. Ah non, c'est une victoire, ça fait plaisir, ouais, c'est clair. Mais j'ai aussi mis du temps à affirmer mon trait. Je pense que sur le premier album de Titeuf, je voyais où je voulais aller, mais ça se cherchait encore. Tu veux pas le retoucher non. Bon, on l'a retouché puisqu'on l'a ressorti en couleur l'année passée, alors qu'il était en noir et blanc depuis le début. Mais non, j'ai pas envie de redessiner des anciens albums, parce qu'autrement on s'arrêterait pas. Et je pense même
quand je relis les anciens Titeuf, alors ils ont plein de défauts pour le dessinateur que je suis aujourd'hui, mais je trouve qu'ils tombent juste. Les histoires telles qu'elles sont racontées, je me dis, elles sont arrivées au bon moment parce que je ne serais pas capable de faire cette histoire-là aujourd'hui. Donc tant mieux, c'est fait, c'est stocké, il n'y a pas besoin de le refaire. Et voilà, en tant que dessinateur, on avance tout le temps. Ce qui me plaisait dans mon dessin quand j'avais 25 ans, c'est plus ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc mon dessin, il va ailleurs, il bouge tout le temps. Mais le personnage est suffisamment simple pour que, même avec le dessin qui bouge, on le reconnaît tout de suite. C'est des choses qui peuvent être terribles pour un dessinateur. C'est d'avoir un personnage qui est vraiment lié à son style. Souvent, quand on est très jeune dessinateur, on cherche à tout prix à se fabriquer un style de manière souvent maladroite parce qu'on essaye de faire des trucs pour avoir un style de dessin. Alors, on essaye de faire un tracé que personne d'autre a. Enfin, ouais. Et on s'emprisonne vachement dans un dessin. Alors quand on crée un personnage sur un style comme ça, il peut pas évoluer. C'est-à-dire qu'on va évoluer puis au bout d'un moment, on va le traîner comme un boulet, ce personnage. Moi, j'ai eu des personnages avant Titeuf qui étaient... J'adorais dessiner j'adorais dessiner les cordes, les nœuds, les choses comme ça. Et donc, ils avaient des lacets partout, des machins. J'ai fait ça pendant 1 an et après, je ne pouvais plus le voir en peinture, ce personnage. J'aurais pu faire l'épervier. Ou des chevelures un peu extrêmement ostentatoires comme ça. C'est des choses qui sont vachement lourdes à porter. J'étais déjà conscient de ça quand j'ai créé Titeuf. J'ai dit, je vais faire un personnage qui a tellement peu de choses que je vais pouvoir bouger avec, je vais pouvoir grandir avec. Et j'essayais toujours de trouver des personnages qui permettaient graphiquement de ne pas m'emprisonner quelque part. Et c'est vrai que Titeuf, il suffit de bouger le point d'un de ses yeux, d'un micron vers le haut, vers le bas, il change d'attitude et d'expression. Et ça permet aussi d'explorer vachement plus la personnalité et les émotions du personnage. Dans cet album, j'ai dessiné des émotions de Titeuf que j'avais jamais dessinées, alors que je l'ai dessiné des milliers de fois. Mais il y a encore des choses que j'arrive à trouver qui sont nouvelles. Alors que si j'avais un personnage barbu avec un énorme costume, un casque avec des cornes, une espèce de viking heroic fantasy, ça laisse pas des masses de possibilités, quoi. Il peut être furieux ou très furieux, ou faire la gueule. Ouais, c'est ça. On se quitte une dernière fois, quelques instants. Allez, puis on se retrouve pour la fin de ton émission. Vous le savez, j'adore partager et puis découvrir des illustrateurs. On est allé chez mes amis de la Galerie Maguen. Ils faisaient une exposition avec une centaine d'illustrateurs différents. Alors des très connus comme Benjamin Lacombe et puis d'autres, des petits jeunes qui arrivent sur le marché avec plein d'envie et de talent. On est allé les rencontrer. Rencontre avec tous ces illustrateurs. Pas la centaine, mais pas loin. C'est parti. La Galerie Daniel Maguen, ça a toujours été un festival d'artistes. Et le Book Show, c'est un peu l'apothéose. Près de 70 auteurs apportant chacun, en une seule illustration, leur vision d'une œuvre. Ashley Wood sur Astro Boy, Jim Kay pour Moby Dick ou encore Mindy Lee et La Belle et la Bête, et tant d'autres. J'ai repris la composition qui était la composition introductive du personnage, un des premiers dessins du livre, c'est un peu ça, elle est comme ça dans son environnement, parce qu'au départ elle est dans un environnement cosy, enfin, avec les parents, tout va bien dans sa vie, ses parents l'aiment, c'est très attentionné. Et dans cet environnement, en fait, au départ on peut voir juste cette petite fille, et après quand on s'approche, on voit les détails. Et c'est un petit peu comme dans le livre, parce que dans le livre aussi, il y a des espèces de petites salamandres, des petits êtres comme ça qui introduisent un peu cette notion de la mort qui arrive petit à petit. Et je l'ai introduite aussi, c'est-à-dire que dans les motifs qu'il y a sur elle et sur la tapisserie, on peut la voir. Et d'ailleurs, si on regarde vraiment bien, il l'étrangle même. Donc voilà, j'ai essayé de rester dans l'ambiance. On est dans cette espèce d'étrangeté, je pense qu'il y a dans le livre. J'espère que je la restitue. C'est cette idée-là. Et puis c'est Gorée aussi, il y a ce côté très statique, très arrêté comme ça. J'ai choisi de figer une scène en fait dans le bouquin, comme si c'était un film, parce que je rêverais de voir ce bouquin adapté en film en fait. Et donc en fait c'est un groupe d'explorateurs qui découvrent au pôle Nord une cité enfouie depuis plus de 900 000 ans. Et dès qu'ils foulent en fait le sol de ce cocon préservé, tout part en fumée, tout part en cendres et c'est vraiment un instant. Ils ont juste à peine le temps de voir ce qui se passe. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu représenter. Un univers à peine visible, à peine perceptible, qui est là, mais
qui sera plus là dans 2 secondes. Collodi ou Marie Shelley, c'est 2 univers qui se croisent, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on parle de paternité et de création, parce que Geppetto veut créer son enfant, et en même temps Frankenstein, Victor Frankenstein, veut créer un humain, mais aussi peut-être à la fois un enfant, un être à lui. Dans le dessin, il y a l'enfance. Et on retrouve d'ailleurs dans les œuvres, dans beaucoup d'œuvres, je pense, de l'expo, ce retour à l'enfance. Certains artistes, justement, revisitent leurs classiques, et on peut être surpris, justement, que certains artistes qui ont un style beaucoup plus adulte vont traiter quelque chose de très enfantin, et ça fait plaisir, justement. Je pense que j'étais attiré par la noirceur de l'histoire d'Alice. Ce n'est pas une histoire heureuse. Elle présente des nuances. J'aime ce moment où elle est coincée dans la maison du lapin blanc, avec ses pieds dans la cheminée. Je pense qu'il y a une certaine liberté quand vous êtes enfant et que vous dessinez. Quand je regarde mes propres enfants, ils ne sont pas limités comme moi. Ils savent ce qu'ils veulent et ils le font, tout simplement. J'aimerais retrouver cette liberté que j'avais enfant, mais elle a disparu. Allez, on va conclure cette émission pour le 13e tome de Titeuf aux éditions Glénat, évidemment. Mon cher Zep, alors les gens ne savent pas toujours, Zep, ça vient de Led Zeppelin. Hein, et puis au départ, Zep, c'était un fanzine en 79. 79, c'était... T'avais quel âge, 79? C'est pas indiscret. Hein. J'avais 11 ans. 11 ans, donc tu as commencé un fanzine à 11 ans. Ouais, enfin, fanzine, je dis fanzine pour qu'on comprenne, mais c'est... pour améliorer ton CV dans Wikipédia, c'est ça. On est loin des fanzines qu'on fait aujourd'hui. C'était même pas imprimé, en fait, c'était une double page, comme était un peu le premier It Show d'ailleurs. Ouais. C'était une double page qui était pliée et qui était bourrée de dessins et de textes et de gags un peu partout. Et en fait, elle circulait dans tout le lycée. Il y avait un seul exemplaire et il passait de classe en classe et tout le monde, enfin ceux qui voulaient le lisaient et revenaient après. Voilà. Et donc j'ai fait tout je faisais chaque fois un numéro qui faisait le tour de l'école. Et il y avait un numéro spécial con qui était dédié particulièrement aux professeurs avec des caricatures de plein de profs. Et au lieu de revenir dans la classe, il est revenu à la direction. Et c'est là où j'étais convoqué par le directeur qui m'a dit « Alors c'est vous, Zep ?» Jusque-là, j'étais pas Zep, c'était le journal qui s'appelait Zep. Et donc voilà. Depuis, j'ai pris ce nom. De cette époque, on va dire d'une innocence, de la passion de la bande dessinée, autant comme créateur que comme lecteur. C'est pareil aujourd'hui pour toi ? Tu es toujours à la fois lecteur, créateur passionné, avec une liberté totale, ça j'imagine. Mais... beaucoup plus de liberté aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, ma liberté de créateur, elle était vachement réduite parce que j'essayais déjà d'arriver à raconter tant bien que mal ce que je voulais raconter. Et puis mon dessin, il était complètement emprunté à tous les auteurs que j'admirais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus libre de dessiner ce que je veux, mais je reste fan de bande dessinée et grand lecteur de bande dessinée. Monsieur Zep, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Le Monde de Bulle, consacrée au 13e tome. Et puis, il y a les 12 premiers aussi, hein, évidemment, chez Glénat. Faites-vous plaisir à la folie, hein, comme le titre de cet album. Merci de nous avoir suivis. Un Monde de Bulles, vous connaissez tous les rendez-vous, je vous les redonne au cas où. Facebook pour l'émission, mon compte perso. Et puis tous les jeudis matins, ma chronique Coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures.